Comment fonctionne la démocratie locale en Afrique? Bienvenue sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sekou Chérif Diallo, je suis sociologue. Ici, nous aborderons des sujets relatifs à la décentralisation et au développement local. Dans cette nouvelle vidéo, nous essayerons de présenter le système politique local dans les pays africains. Aussi, nous aborderons la question de la participation citoyenne, notamment les divers mécanismes pour associer les populations et les organisations sociales à la gestion publique locale. Et enfin, les relations pouvoir central et collectivités décentralisées. Nous vous présenterons la réalité concernant l'autonomie des collectivités locales au-delà des textes qui consacrent cette autonomie. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous et partagez. Pour préparer cette vidéo, nous avons exploité les ressources documentaires de Cairn, la plateforme de revues et ouvrages en sciences humaines et sociales, mais aussi celle de Cités et gouvernements locaux unis. Les collectivités locales en Afrique sont confrontées à la difficulté que rencontre le système de l'État moderne au niveau des communautés locales. Dans certains pays africains, les lois électorales obligent à s'affilier à un parti politique pour pouvoir se présenter aux élections locales. Le risque avec cette disposition est de voir les candidatures refléter davantage des jeux politiciens au sein des partis nationaux que les véritables préférences des populations locales. Mais malgré ces risques, il faut le reconnaître, les progrès de la démocratie locale sont indéniables. Dans nombre de pays africains, le renouvellement important des équipes municipales d'une élection locale à l'autre manifeste cet intérêt des citoyens, y compris dans les pays, les États où l'alternance politique est peu fréquente au niveau de la représentation nationale. Les progrès de la démocratie participative peuvent être favorisés par un substrat culturel propice à la consultation et au débat qui débouche sur la construction de la décision collective. Toutefois, dans beaucoup de pays, les avancées sont encore fragiles sur le plan de la transparence et de l'obligation de rendre compte. Le suffrage universel, ce principe électoral qui fait consensus, est généralisé comme mode de désignation des autorités locales, est aujourd'hui un indicateur d'une avancée importante. Les possibilités de cumul des mandats locaux avec des mandats nationaux sont très limitées, interdits au Ghana par exemple. D'ailleurs, le Ghana a la particularité d'avoir instauré un système dans lequel les partis politiques sont interdits de participation aux élections locales. La liste n'est ouverte qu'à des candidatures indépendantes. C'est un cas plutôt rare dans un contexte africain où le jeu politique local et national reste monopolisé par les partis politiques. Il faut toutefois souligner que de nombreux pays africains permettent des candidatures indépendantes aux élections locales. C'est le cas par exemple au Mozambique, au Bénin, en Afrique du Sud ou encore en Mauritanie. Les progrès réalisés en matière de démocratie représentative sont soutenus par des avancées en matière de pratiques participatives dans plusieurs pays africains. Divers mécanismes sont expérimentés en vue d'associer les populations et les organisations sociales à la gestion publique locale. Ces mécanismes vont de la publicité des sessions aux périodes de débat et de concertation entre assemblées et population. Ainsi, en Zambie, par exemple, les habitants sont associés dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets de développement dans les secteurs des services de base, notamment
la santé et l'éducation. En Ouganda, la participation va parfois jusqu'à la signature de protocoles de collaboration entre la municipalité et des associations de la société civile. Ces dernières se voient ainsi confier la conduite d'un projet ou d'une activité de développement local ou le suivi de tels projets. Pour une meilleure représentativité des assemblées, des pays comme le Ghana, le Niger, l'Ouganda, l'Afrique du Sud développent des instruments pour intégrer dans les conseils locaux des forces sociales, économiques ou coutumières, afin de prendre en compte toutes les composantes sociologiques dans la gouvernance locale. Par ailleurs, pour assurer la représentation des femmes, plusieurs pays adoptent la fixation de quotas voulus par la loi. C'est le cas du Niger où la loi impose que 10% au moyen des sièges dans les conseils locaux soient réservés aux candidats de sexe féminin. La législation sud-africaine, par exemple, encourage qu'un minimum de 50% des candidats inscrits sur la liste soient de sexe féminin. En Ouganda, la loi exige qu'au moins le tiers des sièges dans les conseils locaux soient occupés par des femmes. Dans la majorité des pays africains, la décentralisation fut instaurée d'en haut, ce qui en a fait un instrument de maîtrise des espaces et des populations urbaines par le pouvoir central et un relais de ses organes et de ses orientations plutôt qu'un cadre d'apprentissage et d'enracinement de la démocratie. C'est pourquoi l'autonomie des collectivités locales a été, dans de nombreux pays, difficilement assimilée tant par le pouvoir central que par les habitants. L'autonomie des collectivités locales se trouve ainsi, malgré les dispositions et les garanties constitutionnelles ou législatives, limitée par une tutelle lourde, portant aussi bien sur les organes que sur les actes. On observe cependant une évolution positive dans un grand nombre de pays africains vers l'allègement des contrôles et leur recentrage sur le contrôle de la légalité. L'administration locale en Afrique repose essentiellement sur des piliers politiques. Nous avons un organe délibérant, le Conseil, qui forme un organe exécutif composé du maire assisté d'un ou plusieurs adjoints. On retrouve cette configuration surtout dans les pays de tradition administrative française. Dans les pays de tradition administrative britannique, le Conseil exerce lui-même les fonctions exécutives, mais les délègue en fait à des administrateurs. Les organes ainsi constitués exercent leurs fonctions sous le contrôle de l'État. Ces données sont constantes en Afrique dans tous les pays où la décentralisation est à l'ordre du jour. Les différences résident essentiellement dans les modes de désignation des organes locaux et dans le degré de liberté qu'autorise le contrôle de l'État. Ce contrôle porte à la fois sur les organes et sur leurs actes. Dans la majorité des pays du continent, on observe une tendance à l'allègement de la tutelle de l'État sur les collectivités locales. En Afrique de l'Ouest et centrale, par exemple, le contrôle a priori tend à se substituer le contrôle a posteriori, ce qui marque une évolution positive, même si des matières importantes comme le budget ou l'attribution des terres demeurent encore soumises à un contrôle a priori. Sur le plan de la transparence de la gestion locale et de l'obligation de rendre des comptes, les textes consacrent les mécanismes classiques de contrôle. Dans certains pays, des institutions spécialisées sont mises en place, comme en Zambie par exemple, qui sont chargées de suivre et de contrôler la gestion des autorités locales. En Ouganda par exemple, les transferts financiers du gouvernement aux collectivités locales
font l'objet de publicité, aussi bien sur les montants que sur les secteurs du développement local qui doivent être pris en charge grâce à ces financements. Le gouvernement encourage alors les populations à s'assurer que les montants transférés ont été utilisés à bon escient.